on va commencer sur la partie Covid. Donc justement, comment le groupe s'est adapté dans l'urgence à cette situation, parce que vous pourrez peut-être le rappeler, un grand nombre de sites industriels. Donc, comment vous vous êtes adapté? Est-ce qu'il y a eu une continuité de l'activité? Est-ce qu'il y a eu des fermetures d'usines? Voilà, comment ça s'est passé? Merci en tout cas pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, question assez large. Peut-être faut-il rappeler notre mission. Hein. Donc, vous savez notre mission, c'est de nourrir la population, les animaux. Et donc, on a une obligation, si je puis dire, par rapport à cette mission, de continuité. Donc, c'est ce qui nous a animés dès les premiers jours du confinement, sachant qu'on est aussi, j'y reviendrai, présent à l'international. Donc, certains pays avaient commencé le confinement avant la France. Donc, on avait juste une petite expérience d'une semaine en Italie, par exemple, qui avait démarré auparavant. Donc, on ne peut pas dire qu'on était très préparés, mais en tout cas, on n'était pas en France les premiers à le faire. Donc, ça a supposé effectivement d'assurer cette continuité au niveau opérationnel. J'y reviendrai pratiquement sur tous les sites. Tout en immédiatement après la décision du confinement, demandant à l'ensemble des personnes, notamment fonctionnelles, des sièges sociaux, de rentrer en télétravail. Donc, pour ne parler que de la France, du jour au lendemain, on a eu 1500 personnes qui sont restées chez elles en télétravail. Heureusement, on avait fait des investissements dans le groupe dont on voit qu'elles ont porté les fruits, puisqu'on a pu parfaitement bien travailler. Il y a eu continuité au niveau fonctionnel, au niveau administratif. Donc, toutes les fonctions ont été équipées. Les systèmes étaient robustes, hein, puisque vous avez toutes les réunions Skype qui ont démarré. Les systèmes étaient sécurisés. Et dans cette période, on a été très attaqués aussi. Et ça a été assez robuste. Et ce qui nous a occupé beaucoup, c'est effectivement d'assurer cette continuité d'approvisionnement au niveau alimentaire et au niveau de la nutrition animale. Donc, on s'est mis dans un mode de gestion très différent que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif. Donc, on a eu une modification au niveau du comité exécutif qui se réunissait tous les jours. Donc, avec un centre de crise qui lui-même se réunissait un petit peu avant tous les jours, de manière à prendre très rapidement les décisions qui permettent aux personnes, je dirais, de pouvoir travailler en toute quiétude. Et ce n'est pas évident. Hein. Vous et moi, on était confinés, et à la fois, il fallait demander aux 4 ou 5 000 personnes du groupe de continuer à travailler dans les usines. Donc, leur assurer ces gestes barrières qu'on est en train tous de mettre en œuvre pour revenir en présentiel. Nous, il a fallu le mettre dès le premier jour, se poser des questions aussi simples que a-t-on tous les masques aux bons endroits? Alors, on en avait un certain nombre, mais qui n'étaient pas forcément tous dans les bons sites. Il a fallu qu'on organise ça, qu'on fasse des commandes. Le gel, heureusement, on a de la chimie dans le groupe. Il a fallu en fabriquer. On l'a fabriqué en Belgique, conditionné en France, renvoyé dans tous les sites du monde. Voilà, donc c'est les petites questions qui paraissent simples aujourd'hui parce qu'elles ont toutes été réglées, mais qui ont nécessité vraiment une attention toute particulière les premiers jours du confinement. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des interruptions de production dans les usines au tout début là, donc c'était le 15, 16, 17, 18 mars, est-ce qu'il y a eu des perturbations? Alors, sur les 83 sites, on a 83 sites dans le groupe de mémoire. En France ou non, mondialement. En France, on doit en avoir 57. Et donc, sur l'ensemble de tous les sites du monde, on a 3 sites qui se sont arrêtés instantanément. Et ils sont en France. C'est les 3 sites qui servaient les métiers, je dirais, de RHF, hein, tout ce qui est restauration en foyer. Donc, les cantines, les hôtelleries, les restaurants. Donc, c'était des produits transformés, les omelettes, les œufs brouillés, etc. Donc, tout ce qui est reproduit, hein, c'est ça. Donc, il a fallu, détruire les stocks et on n'avait plus de commandes. Donc, ces 3 sites se sont arrêtés instantanément. Donc, c'était sur les œufs. Et je dirais que ça n'a pas eu de conséquences sur l'amont, c'est-à-dire sur les éleveurs, puisque finalement, ce que les personnes consommaient dans les cantines, dans les restaurants,
c'est à peu près 30 millions de repas par jour qu'il a fallu, vous et moi, fabriquer à la maison. Et donc, il y a eu un report de la consommation. Et donc, les œufs ont été envoyés dans des usines qui faisaient de l'alimentation pour la grande distribution. Ok, c'est les mêmes types d'œufs ou... Oui, c'est les mêmes œufs. Simplement, on les met coquilles, on ne les casse pas et on les met dans des boîtes. Voilà, donc il a fallu, dans certains sites, augmenter les heures de fabrication. Et pour ces 3 sites-là, c'était l'arrêt complet. Tous les autres, je dirais, ont continué. Il y a eu continuité d'exploitation, tous. Et avec un taux d'absentéisme, parce que c'était quand même notre risque. Risque par la motivation du personnel, mais aussi par éventuellement l'épidémie qui aurait pu toucher un certain nombre de nos personnels. Je dirais, on a assuré la continuité et un taux d'absentéisme qui est resté très faible. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de sites en Bretagne, et donc c'est peut-être une région de France qui a été un peu moins touchée que, par exemple, l'Est ou le centre de la France. Oui. On a eu cette chance-là. Mais globalement, comme on a mis les gestes barrières très rapidement, notre personnel assez vite s'est retrouvé en sécurité, si je puis dire. Et je n'en veux que pour preuve, je pense que c'était une petite semaine ou 15 jours maintenant où la préfète de l'Ille-et-Vilaine est allée visiter notre abattoir d'Abera, puisque vous savez qu'il y a certains abattoirs qui ont été à l'arrêt, oui. etc. Et donc, la préfète voulait se rendre compte des mesures que nous avions mises en place dans notre site d'Abera, et elle en est ressortie vraiment très satisfaite. Voilà, ça a supposé qu'on revoie totalement la chaîne, qu'on mette des personnes en quinconce, etc. Il y a eu des cas de coronavirus dans vos usines, de salariés ou... Alors, pas à ma connaissance, encore une fois. Il y a eu des alertes, des gens qui arrivaient avec la fièvre, donc on sortait toute l'équipe, on faisait les analyses, les tests. Et il y a eu des cas dans des personnes qui étaient en télétravail, et notamment des gens qui étaient dans la région parisienne. Mais dans nos usines, non. On n'a pas eu de cas à déplorer, et tant mieux. Voilà. Mais on a été particulièrement vigilants. Et à chaque fois qu'on pensait qu'il y avait un risque, automatiquement, on arrêtait l'équipe tant qu'on n'avait pas les analyses correspondantes pour rassurer l'ensemble du personnel. C'était simplement ça. Les gens allaient travailler sans contrainte et sans crainte. Et quelles sont, au bilan maintenant, là, avec le recul que vous avez, quelles sont les conséquences économiques et sociales aujourd'hui? Est-ce que vous avez une accélération? Enfin, voilà, comment? Ouais, je n'ai parlé que des œufs, mais c'est sûr qu'il y a quelques conséquences, même si les usines sont en train de redémarrer. Aujourd'hui, la conséquence la plus importante a été une autre partie de notre activité, qui est le biocarburant. Oui. Puisque là, si on n'a pas arrêté totalement les usines, on a arrêté certains ateliers de ces usines qui sont les ateliers de fabrication de biocarburant. C'est en général des grosses usines qui partent de la graine et qui font à la fois de l'huile et du biocarburant, du biodiesel. Et là, il a fallu le mettre à l'arrêt pour 2 raisons. La première raison, c'est pareil, c'est baisse de consommation. Même si on a toujours eu des camions qui étaient sur les routes, mais on a eu jusqu'à 50 à 70% de baisse de consommation de diesel et donc de biodiesel. Donc, on a arrêté par silo plein, par stock plein. Et puis, je dirais, ce qui avait démarré un petit peu avant la crise et notre confinement, c'était la baisse du cours du pétrole, et qui s'est effectivement accentuée ces dernières semaines, puisque on a même eu quelques jours, je suis sûr que vous suivez ça de près, avec des cours de pétrole qui ont été négatifs. Donc, bon, là, inutile de vous dire qu'on ne gagne pas d'argent. Et aujourd'hui, à $40, on a un vrai sujet de rentabilité. Donc, outre le fait qu'on a les silos pleins, on a un vrai sujet de rentabilité sur le biocarburant. Donc là, vous vendez à perte? On ne vend pas. Donc, voilà. Donc, puisque quand vous ne couvrez même pas vos frais variables, donc vous êtes à l'arrêt. Mais pour autant, si vous connaissez notre processus, vous savez que nous, on part de la graine, on fait de l'huile et du tourteau. C'est-à-dire que quand on écrase la graine, on fait la partie liquide, c'est l'huile, et puis la partie solide, c'est le tourteau. Et notre obligation, je dirais, vis-à-vis de nos concitoyens, c'est de continuer à produire pour alimenter les animaux et donc faire cette partie solide. Qu'est-ce que vous faites de la partie liquide? Donc, on a un vrai sujet. Et donc, on a quand même vendu à perte pour une partie, pour continuer à faire tourner nos usines, de manière à avoir cette alimentation animale. Sinon, nos éleveurs n'auraient pas eu suffisamment pour leurs animaux. Donc, l'impact économique
pour répondre clairement à votre question, il est dans cette zone de l'activité et il va être quand même substantiel sur l'ensemble de l'année 2020. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un message sur le Made in France, sur une espèce de, de prise de conscience de l'enjeu pour défendre y compris, les agriculteurs et puis l'économie française. Ce message, parce que en fait, ce que vous expliquez, c'est que dans la production, ce qui compte, c'est de continuer la production de tourteaux de colza, parce qu'il y a une demande continue pour les animaux. Et en plus, c'est du tourteau de colza et non pas du tourteau de soja. Est-ce que sur cette partie animale, est-ce que vous ne pourriez pas avoir le même discours sur la partie huile en expliquant à tous qu'il y a un vrai enjeu d'utiliser de l'huile de colza aujourd'hui parce qu'elle est française, parce que il y a un enjeu sur l'alimentation des animaux et que voilà, vous demandez à tous les citoyens français d'être attentifs à ça plutôt que d'utiliser des huiles importées. Alors, sur les huiles alimentaires, hein, si vous voulez, sur les huiles alimentaires, il y a assez peu d'importations. Pardon, Adrien ? Pardon, je disais pareil, la même question pour les biocarburants, parce qu'au final, il y a quand même de l'incorporation là, dans le biodiesel. Donc, c'est important d'incorporer du biodiesel français plutôt que de faire venir de l'huile de palme en incorporation. Donc, c'est pareil. Voilà, alors tout à fait. J'allais répondre sur les deux niveaux. Voilà. Alimentation, si vous voulez, il y a très très peu d'importation d'huile pour l'alimentaire. Hein. Voilà, donc là, tout ce que vous trouvez dans vos grands supermarchés, c'est, allez, on va dire, à 90% du français. Vous avez de l'huile d'olive qui est importée, hein, c'est l'huile italienne, etc., mais bon, assez peu. Donc, je veux dire, il y a peut-être un petit peu à faire, mais assez peu vis-à-vis de la consommation, grande consommation d'huile. Sur l'industrie. Sur l'industrie, un tout petit peu plus, mais ça reste quand même pas mal français pour ce qui est consommé en France, honnêtement. D'accord. Et on est plutôt exportateur en France d'huile alimentaire qu'on est importateur. Voilà. Sur la partie biocarburant, Adrien a raison. Par contre, là, oui, sur l'incorporation de biodiesel dans le diesel, là, dans la formule, pour qu'elle puisse être économiquement rentable, il y a malheureusement effectivement des mélanges, que ce soit avec du soja et du palme, que nous-mêmes d'ailleurs, nous faisons en partie pour pouvoir être économiquement rentable dans ce que nous achètent les pétroliers. Donc là, oui, je reviens à votre propos, absolument, il faut pousser à consommer français. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en lançant, je vous rappelle, il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, notre carburant qui s'appelle l'Oléo100. C'est dans une marque qui est Bessan, c'est-à-dire c'est du 100% colza, 100% produit en France. Et donc on le pousse aujourd'hui, puisqu'on a la réglementation adéquate, dans les transporteurs qui ont la possibilité de faire du stockage. Et donc, on est en train de lancer Oléo100, donc ça répond à cette question-là. Maintenant, ça prend un petit peu de temps, puisqu'il a fallu convaincre les constructeurs, les motoristes, il a fallu convaincre, transformer un peu les camions, mais on est parti de rien. Aujourd'hui, on a plus de 500 camions qui roulent avec l'Oléo100. Et l'idée, c'est de doubler, tripler ce volume. Donc, ça répond à la question, mais ce n'est pas lié au Covid, ou ce n'est pas lié à notre confinement, ou ce n'est pas lié à la période actuelle. C'était une démarche que la filière a faite, fort de cette analyse que vous avez évoquée. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pousser le français, et pour ça, ayons un produit 100% français. Voilà. Et donc, ça marche assez bien avec les transporteurs. Bon, mais par contre, ça prend du temps hein, de changer un petit peu la flotte. Mais c'est dans notre stratégie. Justement, là, pour juste faire une petite parenthèse là-dessus, il y a quand même aussi un problème de prix, de rentabilité pour vous, parce que du coup, j'imagine que l'Oléo100 est indexé aussi sur le prix du pétrole, non donc alors, là, c'est un contrat. Non, Adrien, parce que finalement, dans la loi de finances qui a été votée pour 2019, d'ailleurs, qui est pour 5 ans et plus, on a eu un dégrèvement sur la TICPE, sans être très technique, c'est-à-dire qu'en gros, on a convaincu le gouvernement, à juste titre, hein, qu'il n'y avait pas de carbone, puisque c'est du produit 100% végétal. Et donc, il n'y avait pas de raison d'avoir une taxe carbone élevée sur ce produit. Donc, on a un dégrèvement de cette TICPE. Ceci dit, entre nous, on est quand même plus taxé que le gaz, ce qui est un peu totalement aberrant. Enfin bon, on a quand même ce dégrèvement qui nous permet de mettre à disposition l'Oléo100 au même prix que le diesel standard, tout en gardant une marge. Alors, il y a un petit peu de surcoût de production, de distribution,
puisqu'on nous assurons la distribution chez tous les transporteurs. Mais globalement, on est sur un produit, alors pour le coup, 100% français, mais qui a une certaine rentabilité pour le groupe. Voilà, donc ça fait vraiment du sens de pousser ce produit-là. D'accord, ok. Donc, voilà, donc conséquences économiques et peut-être que vous pouvez préciser un peu conséquences sociales. Oui. Alors, conséquences économiques, encore une fois, en résumé, on va être impacté par effectivement la partie biocarburant et très compliqué de dire à quelle vitesse le pétrole va remonter, la consommation, etc. Donc, on est un peu dans l'expectative, mais il y aura des impacts. Conséquences sociales aujourd'hui, dans un groupe comme Avril, on gère non pas à court terme, mais à moyen long terme. Donc, nous avons un plan stratégique, avril 2023, qui avait été annoncé, qui se déroule et qui n'a pas, je dirais, pris de retard. On avait l'objectif de se dérisquer vis-à-vis du biocarburant et de ne traiter que des graines françaises dans nos usines. Et on avait annoncé en novembre 2019 le fait qu'on avait 2 unités, celle de Sète et celle de Montoire de Bretagne, que l'on souhaitait désinvestir. Donc, le processus est en route, il devrait être achevé d'ici la fin de l'année. C'était annoncé en novembre, voilà, c'est en train de continuer. On a annoncé le 12 mars, vous voyez que c'était juste avant le confinement, et ce n'est pas parce qu'on voulait être en roche avant le confinement, c'est que c'était prévu comme ça depuis longue date, un plan de restructuration de notre filière œufs, qui effectivement est en perte, et qui consiste à fermer 2 sites et à rapatrier l'ensemble des personnes qui sont sur Paris, sur la Bretagne. Voilà, donc, et ce qu'on a fait entre vous et moi, d'assez atypique quand même, mais qui prouve aussi la bonne relation que l'on a avec le corps social et nos partenaires sociaux. On a fait toute la négociation sociale du PSE par Skype, entre le 15 mars et maintenant. J'avais jamais fait ça de ma carrière. Et ça se passe mieux Ça se passe mieux ou pas? Ça se passe aussi bien. Voilà, les négociations c'est une négociation, mais on a l'habitude de faire cela. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Et parce qu'on a aussi un corps social qui a accepté de le faire. Et donc, on va finaliser ça dans les prochains jours. Et ce qui est prévu pour mettre en place début juillet, ça sera, on n'a pas pris de retard, je dirais, dans le processus. Alors, si votre question, elle est, y a-t-il d'autres plans prévus liés aux activités économiques? J'imagine que c'est ça. Le plan, vous allez dans le plan, mais effectivement… Voilà. Autre que le plan, pour l'instant, non. Certes, on va être plus exigeant sur les embauches, mais on embauche plusieurs centaines de personnes tous les ans. C'est sûr qu'on a mis… pas le frein, je dirais, en disant on n'embauche plus, parce que ce serait assez ridicule. On a besoin d'un certain nombre de compétences. Par contre, c'est vrai qu'on est un petit peu plus exigeant en se disant on se repose 2 fois la question plutôt qu'une fois pour savoir s'il faut le faire maintenant ou le décaler de 2 mois, de 3 mois. Parce que quand on est dans une crise comme ça, le plus important, c'est de regarder le cash qui rentre dans l'entreprise. On peut avoir des problèmes de cash, ce qu'on n'a pas, puisque, je vous rappelle, on a annoncé nos résultats 2019 qui sont bons, qui sont en ligne. On va y revenir dessus, on va en parler. Et on avait fait un bon premier trimestre 2020. Donc, on a cette chance-là d'avoir un groupe robuste et sur le plan financier solide. Voilà, on n'est pas en négociation de bridge financier ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, et ce qui rend aussi notre personnel serein, et j'ai beaucoup de remontées de personnes qui me disent finalement on est plutôt satisfait d'être chez Avril quand on voit ce qui peut se passer ailleurs, parce que notre mission est de continuer de fonctionner. Donc on n'a pas aussi de réduction de capacité puisqu'il faut continuer à alimenter les hommes et les animaux. Donc c'est dans le cadre de notre plan stratégique et aujourd'hui il n'y a pas de remise en cause. Et il y a toujours du chômage partiel dans vos usines ou… Excuse-moi, Adrien. Il y a toujours du chômage partiel dans vos usines? Oui, alors on a du chômage partiel encore dans 2 endroits. Dans les œufs, puisque pour tout ce qui est RHF, on redémarre petit à petit, donc 2 jours par semaine, j'espère bientôt 5 jours par semaine, mais on est en train de remonter en charge. Et il y a du chômage partiel dans les unités de biocarburant qui sont à l'arrêt. Voilà, ce sont les 2 endroits où on a du chômage partiel. Et ça n'est qu'en France, plus que même à l'étranger, puisqu'on peut parler quand même de tous les sites qui sont à l'étranger. Même chose, on marche à pleine capacité, donc il n'y a pas d'activité partielle. Vous pouvez rappeler à l'étranger les sites les plus importants, on va dire, dans quel pays?
Ça dépend. Ça dépend en importance, si vous parlez chiffre d'affaires, nombre de personnes, voilà, activité. On est présent en Europe, pas mal en Belgique avec l'activité d'Oléon. On est présent en Italie avec une activité de Costa d'Oro. On a une grosse activité en Roumanie où on est un peu comme en France, c'est-à-dire de l'amont jusqu'à l'aval sur la graine. Et puis, on est présent au Maghreb. Au Maroc, on fait pratiquement comme en France, toutes les villes marocaines, plus le savon. On a plus de 1000 personnes, 1200 personnes au Maroc. On est présent en Tunisie, en Algérie. Voilà, pour les grands sites. En 2019, on a fait 42% de notre chiffre d'affaires hors de France. Ça vous donne une petite idée. Voilà. Et sur les 83 sites, je vous ai dit, on avait 57 en France. Vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus de sites hors de France. Après, les tailles, je dirais, voilà, je vous ai cité peut-être les principaux pays. Et il y en a bien d'autres, puisqu'on est dans 19 pays maintenant. D'accord. Pour continuer encore un petit peu là sur les conséquences du coronavirus sur votre activité, une petite question sur le marché des huiles alimentaires. Donc, puisqu'on sait que vous avez des marques célèbres, donc Le Sieur, Puget notamment. Quelles ont été les conséquences? Puisqu'il y a eu un rush des consommateurs sur les premiers jours. Donc, il a fallu répondre en urgence à la demande. Comment le groupe s'est adapté un petit peu voilà. Alors là, tout à fait raison, on a vu des choses incroyables. Voilà, c'est les réflexes voilà, de surconsommation, mais multipliés par des millions de personnes en France, ça fait vite des contraintes pour nous qui approvisionnons 60 à 70% des volumes en France. Si chacun, et c'était un peu le cas, tous les ménages a pris une petite bouteille de plus, on ne sait jamais, voilà, donc une petite bouteille de plus multipliée par des millions de ménages, ça fait d'un coup des millions et des millions de bouteilles qu'il faut produire. Alors, sur le plan de la production, on a doublé les postes et vous n'avez pas vu de rupture au niveau de l'huile dans les grands supermarchés. Je dirais que c'est plus facile parce qu'on n'avait pas de problème en amont de volume. De l'huile, on avait devancé sur la partie packaging, etc. On a bien travaillé la chaîne avec la grande distribution. Donc, on a su s'adapter alors qu'il y a eu, je crois que le premier samedi suivant le confinement, on a fait 2 à 5 fois, selon les magasins, de plus de ventes. C'était hallucinant. Voilà. Et donc, on est resté quand même avec une surconsommation de 20 à 30% dans l'huile, dans les grandes surfaces. C'est pendant les 8 semaines du confinement. Pardon ? Pendant les 8 semaines du confinement. Donc, il y avait. Oui, il y a eu un rush énorme. Et ensuite, on était. Voilà, ça dépendait des endroits, mais entre 15 et 30% de plus. Pourquoi? C'est simplement que tout ce qui est fait dans les cantines, ce qui était consommé dans les restaurants, dans l'hôtellerie, on a consommé chez nous. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si je ramène la consommation par habitant, par personne, évidemment, on consomme plus d'huile quand on est chez nous que quand on va dans les cantines, dans les restaurants, dans l'hôtellerie. Donc, ramener per capita, finalement, il y a une surconsommation liée au fait qu'on est chez soi. On a tous fait des gâteaux, voilà, donc la farine, le sucre, l'huile et les œufs, c'est quand même la base pour faire un certain nombre de choses en cuisine. Donc, on a eu cette surconsommation. Bon, aujourd'hui, avec la reprise, on voit ça baisse. La question, c'est est-ce que finalement, les gens vont consommer la petite bouteille qu'ils ont en plus stockée chez eux, auquel cas on devrait avoir l'impact négatif dans oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, la restauration n'est pas en train de reprendre trop rapidement non plus. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Ça, c'est pour l'huile. Ça a été plus compliqué sur les œufs. Parce que là, sur les œufs, on ne peut pas demander aux poules de pondre plus vite. Et juste pour finir sur les huiles, en temps normal, vous vendez environ quel pourcentage vers la RHF et vers la grande distribution? Je pense qu'on doit être à peu près à une vingtaine de pourcents sur la RHF. On vous redonnera le chiffre exact, je ne voudrais pas, mais ça doit être à peu près ça. D'accord. Et alors justement au niveau des œufs, donc comment s'est comporté le marché justement? Parce que là, il y a la complexité que vous expliquiez avec des usines qui sont dédiées vers la RHF. Alors là, ça a été plus compliqué, on l'a tous vu, ça manquait d'œufs dans les rayons. Parce que contrairement à l'huile, où j'ai du stock et je peux doubler les postes et j'ai une capacité d'ajustement de la production, sur les œufs, je consomme ce que produisent les poules au jour le jour.
Et la surconsommation de 20 à 30% a été identique sur les œufs. Par contre, moi, je n'avais pas 30% de poules en plus. Et les poules, je ne peux pas leur demander de pondre plus d'un œuf par jour, ça ne se fait pas. Donc, on a souffert sur la chaîne d'approvisionnement au niveau des œufs, même si, comme je vous l'expliquais au début, l'ensemble des œufs qui allaient dans la RHF, on a réussi à les mettre en grande distribution. On a ouvert la spécification parce que vous posiez la question, est-ce que ce sont les mêmes œufs? Les œufs sont plus calibrés en grande distribution qu'ils ne le sont, par exemple, lorsqu'ils sont cassés. Et donc, on a convenu avec la grande distribution que de faire un élargissement, par exemple, du spectre en disant sur la taille des œufs, on accepte des petits, des moyens, des gros, alors qu'avant, on ne l'acceptait pas. Donc, ça, c'est fini maintenant, mais ça a été sur la zone parce qu'on n'avait pas d'œufs. Hein, c'était simplement cela. Donc, voilà, la chaîne a eu un petit peu plus de mal à s'ajuster par rapport à la demande. Et vous aviez des emballages suffisants parce que dans la farine, ils ont beaucoup manqué d'emballage en fait. Ah, ça a été un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet au niveau des emballages. Du coup, avec un établissement, ils ont mis des œufs vrac. Donc, on ne peut pas faire ça avec la farine. Hein. Mais voilà, vous aviez des palettes d'œufs et chacun allait se servir. On a eu quelques cas comme cela. Oui, effectivement, c'était compliqué. Oui. D'accord. Vous avez pu faire ce genre de choses où les gens ramènent leur boîte et on vend des œufs en vrac? Il y a eu des choses, je ne peux pas le citer, c'est Intermarché qui s'est lancé dans ce genre de propositions auprès du consommateur. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a tendu la chaîne et évidemment, on a fait feu de tout bois pour avoir les emballages qui convenaient. Et est-ce qu'il en restera quelque chose après? C'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces questions vous parliez d'acceptation de spécifications un peu différentes. Là aussi, on peut dire qu'il y a. Est-ce qu'après, on risque de revenir sur des systèmes très cadrés ou est-ce qu'on va encore accepter des changements de spécifications, des allègements dans les spécifications? C'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation pour moi. C'est vrai que faute de disponibilité, les gens achetaient peut-être plus de marques que des MDD. Les spécifications se sont renfermées. La grande distribution a dit j'ai accepté ça, mais maintenant je ne l'accepte plus. Donc là, pour le coup, c'est terminé. Donc le monde d'après n'est pas si différent du monde d'avant. Je ne dis pas ça, mais je dis ça s'est assez vite refermé. Après, c'est Qu'est-ce qu'elle a accepté justement? C'est intéressant. Vous dites qu'elle a accepté certaines choses qu'elle n'accepte plus aujourd'hui, c'est-à-dire? Par exemple, sur le standard, si vous voulez, vous avez un standard de calibrage de taille des œufs. Ça, d'accord. Voilà. Là, c'est sur les œufs. Maxi, on a simplement agrandi le midi maxi. Voilà. Donc, on a dit, bon, allez, et si on fait ça, de fait, nous, on a plus de disponibilité, on a plus répondre. Sinon, si ce n'est pas dans cette taille-là, les œufs vont en casserie. Voilà. Donc, alors, maintenant, on a besoin des œufs en casserie pour relancer aussi la restauration, etc. Donc, on avait trouvé un certain équilibre. Mais on peut imaginer, voilà, on avait pensé à un moment donné sortir les œufs moches. Certains l'ont fait dans certains produits. On ne s'est pas encore lancé dans les œufs moches, mais quand on parle à un moment donné de gaspillage alimentaire, il y a peut-être des choses qu'il va falloir qu'on remette peut-être au bout du jour et qu'on réfléchisse. Après, pour répondre à votre question, c'est plus la question individuelle du comportement du consommateur. Est-ce que vous et moi allons changer de comportement? Est-ce qu'on va continuer à faire des gâteaux à la maison, continuer à cuisiner plus que ce qu'on faisait avant? Je pense que vous pouvez apporter la réponse autant que moi. Je ne sais pas à ce stade-là. Est-ce que l'appétence qu'on a vue pour certaines marques, donc est-ce que les clients qui ont goûté des marques ont su voir une certaine différence et ils vont rester sur nos marques alors qu'ils achetaient la MDD? C'est une vraie question. On va le voir dans les prochains mois. Mon inquiétude, c'est, on peut y revenir sur les conséquences après, c'est plus l'aptitude économique du consommateur. Donc, il ne faut pas rêver. Donc, on va avoir quand même une crise qui va faire que le consommateur va revenir au premier prix parce que voilà, il ne pourra pas se payer forcément des marques, ceux qui n'avaient pas le choix. Quand vous n'avez pas le choix dans les œufs, que vous n'avez que 3 boîtes, vous allez prendre les 3 boîtes qui restent, de toute manière. Voilà. Oui. Demain, quand vous aurez une profusion de propositions, vous allez revenir quand même à certains réflexes, économiques, pour la majorité quand même des Français. Par contre, il y a une population de Français qui va peut-être se reposer des questions sur
le local, le français, la traçabilité, choses qu'on voyait auparavant et qui vont sûrement s'accélérer dans les mois qui viennent. Et à côté de ça, alors il y a effectivement les Français font plus de gâteaux, mais par contre tout le marché on va dire de l'épicerie sucrée, tous les gâteaux secs, tous les brioches, etc. Ça s'est cassé la figure très fortement. Ça pour vous c'est un débouché. Enfin, vous leur vendez des œufs, j'imagine, dans les Oui. agroalimentaires. Qu'est-ce que vous sentez de ce côté-là? Est-ce que ça commence à reprendre ou pas du tout? C'est trop tôt. Honnêtement, je peux pas. Honnêtement, c'est encore trop tôt. On n'est pas encore totalement déconfiné. La preuve, notre meeting aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, donc on est encore dans une phase transitoire. Voilà, je pense qu'on y verra plus clair au mois de septembre. Oui, parce qu'effectivement, c'est très lié à l'école, j'imagine aussi, ce marché-là. Oui, oui, c'est absolument vrai. Et donc, il faut c'est pour ça que je dis le mois de septembre, quand on aura repris nos routines, et on verra ce qui reste de ces 3 mois de confinement où on a changé quand même très sensiblement nos fonctions. Aujourd'hui, que les brioches ne reprennent pas, mais que les gens continuent à faire de la cuisine et des gâteaux, pour moi, c'est plutôt positif. C'est plus d'œufs, c'est plus d'huile, voilà. Mais je ne sais pas si ça va perdurer, honnêtement. Et puis, c'est une meilleure valeur ajoutée en vente de cette façon plutôt qu'en industrie agroalimentaire ou pas? Oui, pour nous, oui. Oui, absolument. Oui, absolument. D'accord. Et juste pour revenir aux conséquences économiques, donc vous aviez dit que vous ne souhaitez pas trop, enfin il n'y a pas tellement de chiffrage, mais est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments? Combien ça vous a coûté cette période de confinement pour le groupe, cette adaptation un petit peu? J'imagine que vous avez dû le chiffrer en interne, faire des bilans. Alors, oui, alors il y a pour être franc et transparent, il y a des endroits type grande distribution où ça a été plutôt positif. Donc, il n'y a pas que du négatif. Hein, encore une fois, hein, une société comme Le Sieur, qui fait que beaucoup de grande distribution, ça a été un appel en volume et en marque. Donc, ça a été Alors, positif. est-ce que vous pouvez nous et dire, le côté négatif. c'est intéressant, Le Sieur a vu ses ventes progresser de combien sur la période du confinement? Ouais, je vous ai dit, c'est une trentaine de pourcents. Hein, C'est ça. ça dépend des semaines, mais ça ne veut pas dire que ça sera 30% sur l'année. Bien sûr. Voilà, il y a eu des semaines, c'était beaucoup plus que 30%, mais voilà. Et là, c'est en train de complètement rebaisser. Hein, donc, on revient à des volumes qui sont beaucoup plus standards. Donc, l'impact économique, je dirais, il va venir, nous, sur les arrêts que l'on a pu avoir sur la partie RHF. Hein, donc, ça c'est sûr. Et sur le biocarburant. Et donc, on est à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais je ne peux pas dire plus que cela aujourd'hui parce que tout va dépendre de la manière dont les choses vont reprendre à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Alors, ce qui n'est pas consommé n'est pas consommé. C'est fini, c'est terminé. Donc, que ce soit en grande distribution ou en consommation de carburant. Par contre, l'année n'est pas terminée. Est-ce qu'il faut prendre une hypothèse de se dire on va de toute manière perdre 20-30% de la consommation en carburant d'ici la fin de l'année? Est-ce que le pétrole va rester à 30, 40? Est-ce qu'il va remonter à 50, 60 ou il va retomber à 25? Honnêtement, dans les hypothèses, donc je suis à quelques dizaines de millions d'euros ou beaucoup plus, ou beaucoup moins si le pétrole remonte très haut. Honnêtement, on est plutôt dans l'expectative et je dirais, je me refuse à donner toute prévision avant le mois de septembre. D'accord. Ok, très bien. Du coup, ça m'amène peut-être à une transition vers la deuxième partie de cet échange là, sur les résultats 2019 du groupe. Nicole, tu avais des questions en plus sur la partie coronavirus? Non, on a fait le tour. Ouais, okay, par rapport à ce qu'on s'était dit. Oui. Donc voilà, les résultats 2019 du groupe, alors je vais les rappeler pour ceux qui ne les ont pas sous les yeux. Donc le chiffre d'affaires était en légère baisse de 4% à 5 milliards 841. Voilà. L'EBITDA était en progression de 11% à 170 millions d'euros. Et le résultat net était également en forte progression à plus 119% à 35 millions d'euros. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter ces résultats, sachant que donc, il y a 2-3 ans, le groupe était en difficulté et là, vous confirmez une phase de redressement, on va dire, que vous aviez déjà entamé l'année dernière? Oui, absolument. Donc, pour faire très court sur 2019, en fait,
tous les business ont délivré leur budget ou mieux que leur budget dans le cadre du plan avril 2023. Donc, je vous rappelle, c'était un plan très ambitieux. Et donc, on a eu globalement des décisions et des développements qui ont été même supérieurs à ce qu'on attendait. CEPOL, si je fais très rapidement l'ensemble des business, mais je ne vais pas faire très très long. Sur la partie amont, si vous voulez, trituration, huile et biocarburants. Donc, sur l'huile alimentaire, bon, le sueur s'est redressé parce que 2018 avait une année horribiliste, donc, et donc a redressé ses résultats, fort des investissements qu'on est en train de mettre en place dans les usines, de la productivité, du relancement des marques. On a relancé Isio 4 et on a commencé à relancer Puget, on va continuer cette année. Donc voilà, ça commence à porter ses fruits. Sur la partie biocarburant, toujours négatif, toujours en perte sur 2019, mais beaucoup, beaucoup moins que 2018. On a, je l'évoquais tout à l'heure, lancé Oléo 100, donc c'est en train de monter en charge. Et l'autre point important, on est en train, je reviendrai peut-être sur l'avenir de lancer la plateforme Oléos, qui est de dire on valorise l'amont agricole en gain sur les gaz à effet de serre, et on a commencé à le faire en valorisant les biocarburants dans des marchés qui valorisent justement ces gaz à effet de serre ou les gains en gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le marché français. Ce qui fait que CEPOL a exporté plus de 500 000 tonnes dans le marché du Nord-Europe et qui a permis d'aller chercher plus de valeur ajoutée. Donc voilà, donc ça a contribué. On n'est pas encore à l'équilibre, on n'est pas encore positif, mais ça a contribué. Mais en tout cas, on est bien dans le plan à améliorer les résultats du groupe. Donc si je descends la chaîne, ensuite on a l'oléochimie qui s'est bien tenue, qui continue à se développer, qui est quand même un grand contributeur des marges du groupe. Dans ces spécialités, on a aussi tout ce qui est spécialité ou les produits qui vont dans l'alimentation animale. Là aussi, ça s'est bien passé. Si vous vous rappelez, alors ça nous paraît très très vieux, mais début 2019, on a eu une grande crise sur les vitamines parce qu'il y a une usine Bayer qui avait explosé, etc. Nous, on avait la chance d'être bien couverts sur ces produits, donc on a pu en tirer parti. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé sur ce domaine-là. Sur le domaine nutrition animale, Sanders a fait une très belle année. Là aussi, on est en train de restructurer l'organisation de Sanders, d'une organisation qui était régionale, avec quelques régions. On passe à une organisation territoriale, c'est-à-dire beaucoup plus proche de nos clients, les éleveurs. Et donc, on est en train d'en tirer les fruits. Le porc a fait une belle année aussi, en remerciant les prix que l'on a pu faire sur la Chine. Notre activité de porc, en fait, il y a beaucoup d'exports. Et comme la Chine a été très demanderesse de produits à des prix très élevés, donc on a pu bénéficier de cela en 2019. Restent les œufs qui ont été toujours une activité compliquée et déficitaire encore en 2019, puisqu'on est dans cette phase de transformation de notre modèle, puisqu'on passe de la cage aux produits plein air, bio, etc. Donc on accompagne nos éleveurs, mais on est encore toujours un peu en décalage entre la demande des consommateurs qui est très très rapide et qui s'accélère vers le bio ou le plein air, et notre parc qui reste encore cage, même si on est à moins de 50% maintenant de cage. Là, on était à plus de 70% l'année d'avant. Donc voilà, on est en train d'accélérer notre transition, mais on est encore dans cette phase de transition. Et vous avez vu ce que j'ai évoqué le 12 mars, notre plan d'optimisation aussi de notre parc industriel qui est en cours et qui donnera sa pleine capacité à la fin de l'année 2020. Voilà pour les œufs. Après, on a tout le développement qu'on a pu faire sur Evertreen, petite société qui fait de la colle pour les panneaux de bois, qui a eu son premier client. Ce n'est pas substantiel, mais c'est quand même important en termes de développement. On parlera peut-être de la protéine et du développement qu'on est en train de faire sur une future usine d'extraction de protéines à partir de colza pour l'alimentation humaine. On a prévu de faire un point particulier protéines. D'accord. Donc, sur les résultats, vous voyez que tous les business ont rendu mieux que leur budget. Ils sont tous motivés, y compris Sophie Protéol, notre fonds financier. Et c'était aussi la même chose dans le premier trimestre de l'année 2020. Donc, il y a eu un arrêt lié à ce qu'on vit ensemble en ce moment. Mais le premier trimestre a été
de belles factures, ce qui nous a permis d'avoir une situation financière tout à fait saine, avec des ratios financiers qui sont tout à fait sains. On est bien financé, on n'a pas de mur de dette, voilà, et donc en termes de cash, on peut faire face à la crise que l'on vit aujourd'hui. D'accord. Et justement, cet épisode du coronavirus là, dont on a parlé en termes de conséquences, est-ce que ça peut porter un frein au redressement du groupe qui était entamé depuis 2 ans? Est-ce que ça peut Alors, tout ce qui est décidé dans le cadre du plan avril 2023 qui a été annoncé ne prend pas de retard. Donc, voilà. Le seul frein, mais c'est encore un tout petit peu tôt pour vous le dire, c'est quelle sera notre capacité de financement d'investissement. Donc, en 2019, on avait investi plus de 170 millions de mémoire en net. Donc, vous voyez que c'était un gros investissement. Alors, ce qui est beaucoup plus qu'en 2018, puisqu'on avait investi de mémoire 138 millions, je crois. Donc, vous voyez, donc, il y avait une augmentation en 2019. En 2020, on avait prévu d'investir encore plus. Donc, tout ce qui est décidé en termes d'investissement continue. Sur un certain nombre d'investissements, on décidera au mois de septembre si on les fait pas, on les décale un petit peu. Donc, ça ne se verra pas, je dirais, concrètement en 2020. Il peut y avoir un petit décalage du plan par le fait qu'on va décaler un peu certains investissements. La décision n'est pas prise. Voilà. Vous voyez bien que je suis un peu attentiste de savoir comment la reprise va se passer. Et donc, les décisions se prendront au mois de septembre. Voilà. Mais pour autant, les grandes décisions structurantes qui ont été prises ne sont pas remises en cause. Et il y a un certain nombre de choses qui sont dans le tuyau. Trop tôt pour en parler encore. On reviendra à la protéine. Mais voire même un certain nombre d'acquisitions qu'on pourrait quand même faire dans l'année 2020. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des cessions aussi ou pas? Non? C'est l'activité quotidienne du groupe. Enfin, je dirais, on a fait des cessions, des investissements. Enfin, le groupe s'est constitué au fur et à mesure de son histoire par des cessions et des acquisitions. Est-ce qu'on va en faire plus que ce qu'on imaginait aujourd'hui? Si la situation cash ne s'envenime pas, il n'y a pas de raison. Voilà. Après, nous, on fait bouger notre portefeuille. Et est-ce qu'au contraire, on pourrait avoir effectivement de la croissance externe par des opportunités par rapport à des entreprises qui, elles, ont du mal à supporter, vont avoir du mal en tout cas, mon téléphone sonne beaucoup plus régulièrement, si je puis dire. Ah ouais. Quand même. Donc, il y a des... Voilà, je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de se poser des questions, des choses que nous, on envisageait, on imaginait. Certains pas sont en train peut-être de revenir sur la table. Oui, je pense que c'est assez standard. Hein, quand on a une crise on n'a jamais vécu ce type de crise, mais si je remonte à 2008, on sait très bien qu'après une crise, il se passe entre 6 mois et 18 mois d'une activité M&A, fusion-acquisition, assez intense. Donc, voilà, on sent bien que ça commence à monter en charge, que les gens se posent des questions. Certains sont plus en souffrance que d'autres. Et donc, ça peut effectivement donner lieu à des opportunités. Voilà, donc on va être attentif. Et est-ce que justement, là, il vaut mieux être en bonne santé. Ouais. Vous aviez donc impulsé fortement un travail de développement vers tout ce qui est chimie verte, chimie du végétal. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez continuer à investir, à vous développer et donc peut-être aussi à faire des acquisitions avec des opportunités qui pourraient se présenter? Oui, absolument, hein, que ça soit majoritaire ou minoritaire. Donc on a, je me retourne vers Hélène, mais je ne pense pas qu'on l'ait mis dans la presse, mais je peux vous le dire quand même. On a investi chez Sophie Protéol en minoritaire dans une société qui s'appelle Vegini, une société autrichienne, voilà, qui fait des produits grande consommation à partir de pois, de très beaux produits qui commercialisent en Autriche, en Allemagne, au UK, dont on pense qu'on peut l'aider à se développer en France ou ailleurs. Donc voilà, on est bien dans le végétal, on a d'autres investissements. Alors là, on est minoritaire, hein, Sophie Protéol. Ça date de quand ça? Ça date d'il y a quelques semaines. Ah oui, c'est tout. Donc c'est un scoop pour l'AFJA là. Oui. Vous avez dit que la société s'appelle comment? Vegini. Ça s'écrit comment? Comme ça se prononce, V-E-G-I-N-I. D'accord. Voilà, mais je demanderai à Hélène de vous faire parvenir quelques éléments sur ce sujet-là. Donc, il y a... Donc, c'est une société qui fait des produits de consommation à partir de pois et qui vend où? Alors, qui vend en grande distribution, hein, ces produits finis. En Autriche uniquement?
en Autriche, en Allemagne et en UK. Qui a un plan de développement, d'investissement. Elle a 2 unités de production, elle veut en investir une 3e, etc. Donc, un plan de croissance quand même assez intéressant. Et les produits sont super bons, on les a goûtés. Donc, on pense quand même qu'il y a… Voilà. Mais c'est quoi comme type de produit? C'est des produits, alors il y a des snackies, vous savez, des petits trucs qu'on mange à l'apéritif. Ah oui. Voilà, voilà. Je pense qu'on peut vous faire passer via Hélène une petite plaquette de Végini. Si vous allez sur le site internet, vous verrez tout ça. Parce qu'on sent cette tendance végétale. Ouais. C'était la question. Donc on est dedans, vous voyez, par l'investissement de Sophie Protéol. On regarde d'autres investissements parce que je pense que c'est une tendance de fond. Il faut que les produits soient bons. Encore une fois, le consommateur, il ne va pas consommer des choses qui gustativement ne seront pas bons. C'est le cas de Végini, les produits sont corrects. Donc, on ira dans d'autres investissements qu'on est en train de regarder. Et sur le plan majoritaire, donc peut-être c'est la transition avec ce qu'on évoquait avec Nicole juste avant, c'est sur la partie protéines. Donc, on est pratiquement à l'échéance de la décision finale et des annonces sur notre nouvelle usine que l'on ferait à Dieppe sur la protéine de colza. On l'a évoqué, c'est pas secret. Donc, il nous reste des petites choses encore à régler avec l'autorité de la concurrence. Mais j'ose espérer que dans le courant du mois de juillet, on pourra définitivement annoncer qu'on va aller dans cette extraction qui serait une première mondiale de la protéine de colza pour l'alimentation humaine. D'accord. C'est bien. Et là, ça sera en majoritaire, avec un partenaire, évidemment. Ce sera qui le partenaire? Le partenaire, c'est DSM. D'accord. Et le leader mondial des ingrédients. Et donc, on avait fait quelques annonces. Là. Oui, je me souviens. Et vous pensez prendre la décision quand, là? J'espère dans l'été, c'est au mois de juillet. D'accord. Juillet, d'accord. D'accord. Et vous avez déjà, la capacité de production, ce serait quoi? Ou plutôt dans l'autre sens, parce que ça peut être intéressant aussi pour la presse agricole, l'utilisation de colza, ça représenterait combien d'hectares? Alors, c'est petit. C'est petit, mais c'est une usine, j'allais dire presque à l'échelle mondiale, c'est une usine pilote. On va faire quelques milliers de tonnes de produits. D'accord. Je crois que à terme, c'est 6-7 000 tonnes. Donc, c'est petit. Voilà. Donc, le protéine, multiplié par 2, par 3, si vous voulez avoir le volume en colza et en hectares, ce n'est pas gigantesque. Par contre, c'est très intéressant parce que on va travailler avec le monde agricole pour améliorer la qualité de la graine pour sa qualité protéinique. Donc, on va avoir des contrats, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Donc, c'est un développement positif et c'est la première usine. Donc, si tout cela marche et on en est convaincu, puisque les tests chez nos clients sont très positifs, et la protéine de colza, a priori, est supérieure à la protéine de soja. Donc, elle a des vertus très, très intéressantes. En profil nutritionnel? Oui, et surtout dans la manière dont on peut l'incorporer dans les aliments. C'est pas parce que je suis chimiste que je vais vous faire un cours, mais c'est assez vite compréhensible. En fait, la protéine de soja, quand elle est extraite, elle est purifiée, elle se dissout très très bien quand vous êtes dans un pH acide ou un pH basique. Donc, ça se dissout instantanément. Par contre, quand vous êtes dans un pH neutre, souvent, c'est quand même le cas de nos aliments. Donc là, c'est plus compliqué. La protéine de colza, elle a ce gros avantage, c'est qu'elle se dissout de la même façon, quel que soit le pH. Donc, du coup, pour quelqu'un qui fait des ingrédients, vous n'avez pas à vous soucier si vous mettez un peu de citron, si vous mettez un peu de vinaigre dans vos aliments, vous pouvez facilement l'incorporer dans tout un tas de formules. Donc voilà, c'est ce qui intéresse beaucoup les DSM et puis évidemment les gens qui sont sur des produits finaux. Donc ils attendent cela avec impatience, moi aussi d'ailleurs. Voilà, en espérant que tout se passe comme on… Mais les premiers échantillons, les premiers tests que l'on a faits sont très positifs. Donc voilà, il faut maintenant passer à l'échelle industrielle pour le vérifier. Vous vendriez à qui? Pardon, vas-y Adrien. Oui, je disais, pardon, vous vendriez à qui vos clients? Ça serait qui en fait? Alors, nos clients, nous, on a un accord avec DSM. C'est DSM qui va vendre ses ingrédients, parce que c'est un métier. Voilà. DSM, c'est le leader mondial des ingrédients. Donc, ils sont dans 130 pays. Donc, et leurs clients, ce sont les très gros clients. C'est les Nestlé, c'est les McDonald's, c'est
Voilà, c'est des très, très grands clients. Voilà, un client comme Nestlé, potentiellement, il va prendre toute la capacité de notre usine sur une ou deux de ses usines. Donc, voilà, le marché mondial est juste gigantesque. Donc, pour répondre à la question de Nicole, c'est peu en hectares aujourd'hui, mais on est dans cette phase pilote. Si tout va bien, ça peut être substantiellement intéressant et surtout une valeur ajoutée amenée au monde agricole qui va être intéressant, puisqu'on va directement du colza sur l'alimentation avec des produits qui seront très demandés dans le futur. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et vous avez déjà, vous aurez à travailler sur les variétés, on va dire, ou sur le mode de production, parce que la protéine, c'est l'azote, hein, donc le lien est très direct. Donc, on peut imaginer qu'il y aura justement une conduite de culture particulière. Enfin, vous aurez à travailler avec les agriculteurs dans ce domaine-là. Alors, je ne peux pas répondre sur la conduite, honnêtement. Ce n'est pas totalement mes compétences, parce que la conduite agricole va être liée à la semence et à la graine qu'on va utiliser. Par contre, on travaille déjà sur la sélection, du colza qui aurait un profil protéinique qui soit le plus adapté, et la concentration protéinique qui soit le plus adaptée à ce que l'on recherche. En fait, on a travaillé des années pour augmenter la quantité d'huile de cette petite graine de colza. Aujourd'hui, on va travailler pour augmenter sa quantité de protéines. Alors, les agriculteurs, quelquefois, se plaignent justement de ne pas être suffisamment rémunérés sur cette protéine du colza. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe et comment vous pouvez améliorer les choses pour que les agriculteurs vous suivent, justement? Dès qu'on va créer de la valeur ajoutée, vous savez que nous, on ne verse pas de dividendes à nos actionnaires. Hein. Donc, nous, toute la valeur ajoutée que l'on fait dans le groupe, quelque part, on la répartit sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc, bien sûr, on va contractualiser avec un certain nombre d'agriculteurs sur ces graines-là, et ça sera dans le contrat que l'on aura avec eux, puisqu'ils auront la garantie, par rapport à ce type de semences, qu'ils auront l'enlèvement correspondant dans nos usines. Voilà. Donc, on va de plus en plus vers une contractualisation spécifique, comme on le fait pour Oleos. Hein. Je fais une petite aparté. Vous avez vu notre produit Oleos, qui est en fait une plateforme qui achète aux agriculteurs, mais même à travers les coopératives, et qui achète, je dirais, non seulement la graine, mais la manière dont on est produite. C'est-à-dire que si l'agriculteur a moins d'entrants, travaille mieux sur le plan agricole. Donc, il va avoir un calcul certifié qui va dire, voilà, cette graine permet, plutôt que 60%, elle va permettre 70 ou 80% de gains sur les gaz à effet de serre. Et donc ça, nous, on s'est engagé à rémunérer ce gain sur les gaz à effet de serre, puisqu'on est capable de le valoriser dans le biodiesel qu'on va vendre sur les marchés du nord de l'Europe. Donc, cette plateforme, on l'a lancée au début de l'année. Je pense qu'il y a eu une annonce hier avec Axéréal qui va passer effectivement un certain nombre d'agriculteurs directement, enfin d'accord avec Cepol, pour nous vendre ces graines qui sont plus valorisées. Je crois qu'ils ont annoncé une petite vingtaine d'euros de plus par tonne sur l'agriculteur, ce qui est quand même substantiel. Et si on arrive à continuer à améliorer sur le plan environnemental ce que fait l'agriculteur, on est capable de rémunérer plus. Donc on est rentré dans un cycle vertueux. Ça répond un peu à votre question. Vous parlez de l'alimentaire, mais moi je pense sur l'environnement, on a trouvé voies et moyens de faire en sorte que plus vous vous améliorez sur le plan environnemental et plus on est capable de vous rémunérer, puisque nous, on va valoriser ces produits dans des marchés qui valorisent cette différence environnementale. Ce qui n'est pas souvent le cas. Le sujet, souvent, c'est que vous faites des efforts, mais qui ne sont pas payants ou que vous n'arrivez pas à tirer au marché. Aujourd'hui, on a trouvé, grâce au biodiesel dans le nord de l'Europe, cette valorisation possible. Et donc, je fonde beaucoup d'espoir sur amener plus de valeur ajoutée sur le monde agricole, les aider, je dirais, à s'améliorer sur le plan culturel pour faire en sorte qu'on améliore le revenu des agriculteurs. Quand vous dites sur le nord de l'Europe, c'est quel pays ? C'est l'Allemagne, c'est la Suède, c'est la Finlande. En fait, en France, on a une incorporation de biocarburants en volume. Il faut mettre tant de volume. En Allemagne, ils ont un processus qui est différent. Il faut qu'ils diminuent la consommation en gaz à effet de serre. Alors, évidemment, ça correspond à des volumes, puisque chaque fois que vous mettez
du biodiesel, si je prends du colza, c'est 60% de gains sur le gaz à effet de serre, un volume équivalent. Mais ça peut être 60, 70%, 80% si vous avez une certification de l'amont jusqu'à l'aval de la chaîne, et si l'agriculteur met moins d'intrants, si le transformateur consomme moins d'énergie. Donc, on peut aller largement au-dessus de 60%. Et donc, en fait, ça intéresse l'Allemand, puisque finalement, l'Allemand, enfin en tout cas le nord de l'Europe, qui fonctionne avec ces systèmes-là, puisque lui, il va avoir acheté moins de volume, puisque le même volume va lui permettre de diminuer de 60, 70, 80, 90%. Et donc, il va vous donner une prime qui correspond au gain que vous lui faites faire sur les volumes incorporés. Et donc, il y a tout un marché de la prime, du gain sur les gaz à effet de serre qui s'est développé dans le nord de l'Europe. Et c'est ce marché-là qui nous permet de valoriser directement l'agriculteur français. D'accord. C'est un petit peu complexe, je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... Non, c'est surtout que je ne comprenais pas pourquoi c'était ce marché-là par rapport au marché français. Parce que la règle est différente de la règle française, voilà, ou italienne ou espagnole. D'accord, très bien. Ok. On peut peut-être parler aussi un peu politique autour du plan protéines, parce que là, vous nous avez parlé industrie, développement, etc., technique, mais sur la partie politique, voilà, on a eu des belles annonces d'Emmanuel Macron il y a longtemps déjà. Je ne me souviens plus trop exactement à quel moment c'était. C'était l'année dernière. Pour vous dire si c'est il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, effectivement, j'insiste, ouais. Et puis, voilà, il y a eu des annonces autour d'un plan protéines et depuis, plus grand-chose. Alors, où ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a… Enfin, voilà, vous devez être bien informé sur le sujet. Où ça en est aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas si je suis bien informé sur le sujet. En tout cas, on essaye de l'être. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, voilà. Non, il n'y a rien. On avait vu un draft de plan protéines qui a été en septembre l'année dernière. Il n'était pas très bon, on va le dire comme ça. Il y a eu une annonce encore au Salon de l'Agriculture d'Emmanuel Macron suite à nos demandes de filière qui était un financement de 50 millions par an sur 3 ans, donc 150 millions. Voilà, donc on essaye de relancer tout ça. Bon, la machine est plus que lente. Donc, on a des annonces régulières que le plan va venir. Aujourd'hui, on n'a rien vu, ça n'avance pas. Et c'est une grande déception pour nous. Hein. Franchement, nous, ça ne nous empêche pas d'avancer. Vous voyez qu'on fait des investissements et on montre que la filière est dynamique. Pour autant, quand je vois le montant qui est mis dans certaines autres filières, je ne dis pas que je suis jaloux, mais je dis c'est quand même un peu dommage de ne pas pousser cette filière française plus que ce qui est fait aujourd'hui. Et on attend avec impatience, notamment sur la partie protéines, qui est un plan et on a fait des propositions, qui est un plan qui soit promulgué par le gouvernement et qui donne de la dynamique à cette filière. Honnêtement, demander 50 millions par an sur 3 ans, quand on voit les sommes qui sont allouées aujourd'hui juste pour renflouer des sociétés juste pour le cash, ça ne me semble pas dénué de tout intérêt. Voilà, je ne sais pas où ça en est. On pose la question à chaque fois qu'on voit des membres du gouvernement et je n'ai pas la réponse. Voilà, vous pouvez m'aider. Oui, donc je crois que le ministre a dit hier que ça serait en septembre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a précisé l'année. Ouais. Et il n'y aurait pas espoir qu'il y ait ce volet protéines dans le plan de relance, non? Il n'y a pas de… Bien sûr que si, on a espoir et on essaye de pousser pour que ce soit le cas, parce qu'on est dans une dimension là qui peut créer de l'emploi, qui peut créer, je dirais, de la dynamique. Je peux vous donner 2 exemples où on a beaucoup de frustration. Et encore une fois, l'administration n'est pas au même rythme que l'entreprise, et même que le monde agricole. Je vais vous donner 2 exemples qui, pour moi, sont caractéristiques de choses qui ne vont pas assez vite. On a, donc, dans la loi de finances, finalement, l'opportunité de suramortir l'oléosan et potentiellement d'être reconnu comme critère 1, ce qui permettrait de faire fonctionner les camions à 100% dans les villes. Ouais. C'est quand même
que du gain. Je veux dire, moins de particules, moins de gaz à effet de serre, enfin, il y a que, et du produit français. Bon, voilà, ça fait 6 mois que ce sujet-là traîne dans les administrations et qu'on n'a pas le feu vert des entités qui nous permettent d'avancer. On travaille avec Renault Truck, qui a mis en place un système d'irréversibilité, puisque c'était ça qui était important. C'est-à-dire que pour avoir le critère 1, il faut que vous passiez vos moteurs et que vous ne puissiez pas passer du biodiesel uniquement quand vous en avez envie et puis du diesel quand ça vous arrange. Donc là, le processus existe, l'irréversibilité est faisable. Voilà, on attend juste le feu vert de l'administration pour lancer ça. Bon, ça fait 6 mois, 8 mois qu'on travaille dessus. J'espère que ça va arriver. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas au bon rythme. J'ai un deuxième exemple alors, qui ne touche pas que, je dirais, la filière des huiles et des protéines, mais je voulais le donner parce que pour moi, c'est dommage qu'on n'avance pas. Je penserais qu'il y aurait eu des annonces concernant l'agriculture. C'est simplement la traçabilité des produits. On demande simplement au gouvernement, pas que notre filière, hein, de donner l'origine des produits. Vous savez que ça existe sur le bœuf. Hein, vous avez l'obligation de dire si c'est du bœuf français, d'où vient le bœuf, etc. Ça n'existe pas sur les autres ingrédients. Pourquoi? Parce que c'est de l'expérimentation, ça coûte rien. Hein. C'est continu. Enfin, ça a été classé comme expérimental depuis des années. D'accord, mais moi, j'en discute avec le gouvernement depuis plus d'1 an. On dit oui, on va le faire, mais il faut regarder la compatibilité européenne. Voilà. Mais, franchement, on dit simplement, vous allez dans votre cantine, vous avez des enfants, vous dites j'aimerais bien savoir ce qu'ils mangent. Ça ne me paraît pas. Se réfugier vers une compatibilité européenne me semble très surprenant. Et dire, voilà, vous avez des œufs qui viennent de la France, vous avez du veau ou de l'agneau qui est français, ne me semble pas quand même quelque chose. Et ça ne coûte rien, hein, encore une fois. Vous voyez, ça, c'est simplement, et on voit bien que le consommateur, je suis sûr s'il savait, si vous savez que dans vos sandwichs, tout le poulet que vous mangez, il est importé, aujourd'hui, je dirais 80 à 90% du poulet que vous avez dans vos sandwichs, c'est du poulet importé. Bon. Je pense que s'il y a une boulangerie qui fait du poulet français, juste à côté, simplement de le savoir fera qu'on pourra peut-être baisser l'importation du nombre de poulets, puisqu'on importe 40% du volume de poulet en France, alors qu'on est capable de le produire, même à un coût tout à fait raisonnable. Voilà, donc cette information, c'est des choses simples. Je voyais un petit peu ma frustration, parce que je pense que pour l'agriculture française, si on parle de relance, il y a l'économie, mais il n'y a pas que l'économie. Je pense qu'il faut aussi, dans la mentalité et dans la dynamique, se mettre dans des choses qui sont beaucoup plus positives. Donc, voilà. Donc, on pousse de notre côté, mais je pense que vous aussi, j'en profite pour faire passer le message chez vous, tous journalistes, je pense qu'on a un devoir commun et collectif de faire en sorte, sur ces choses aussi simples qui ne coûtent rien, hein, c'est pas, je ne demande pas d'argent en l'occurrence sur ces deux sujets-là, d'informer pour que les choses aillent plus vite qu'elles le vont aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a espoir justement là du coup plus au niveau européen qu'il se passe des choses, notamment avec le Green Deal, les stratégies, enfin la stratégie de la ferme à la table. Est-ce que dans ce cadre-là, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose autour de la protéine végétale dans cette approche, mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir autour de ça? Moi, je pense que c'est plus qu'un espoir. Hein. Je pense qu'on va vers une dynamique où la protéine sera remise au centre. Quand on dit qu'il faut baisser les gaz à effet de serre de 50% en 2030 ou passer par zéro en 2050, je veux dire, à moins que de ne plus consommer au niveau énergétique, on a, nous, par le biocarburant, des solutions possibles. On voit bien, l'oléosan est une solution. Et une solution qui clique, je crois qu'il y a 7 domaines dans le Green Deal. Je crois que je faisais le calcul sur les 7 domaines, on clique 6 des 7 domaines. Je crois qu'il y a que la construction, etc. On ne clique pas, mais les 6 autres, on est pile dedans. C'est-à-dire que vous êtes en train de valoriser l'agriculture française sur des produits sains qui sont renouvelables, de l'industrie locale, et vous baissez les gaz à effet de serre tout en du non-OGM qui va permettre d'avoir du développement dynamique
sur les éleveurs jusqu'à la fourchette. Donc, on clique vraiment toutes les cases. Donc, moi, c'est plus que des espoirs. Je pense que ce qui est écrit, en tout cas ce qui va l'être dans le cadre du Green Deal, va nous permettre de développer enfin, je dirais, notre agriculture et notre savoir-faire européen. Voilà. Après, voilà, le diable est dans les détails. Hein. À quelle vitesse ça va aller, quelle va être la liaison du Green Deal avec la nouvelle PAC, qui doit aussi intégrer politiquement toute cette dynamique et cette vertu de développement des protéines. C'est plutôt une question aujourd'hui. Et on va voir, j'espère, pousser pour que les choses aillent dans le bon sens. Sur le papier, c'est plutôt bien parti. Maintenant, ne soyons pas trop lourds et faisons en sorte que ça sorte du pipe sans trop tarder. Il faut attendre que ça se concrétise, en fait. Oui. Voilà. OK. D'accord. Mais la dynamique, enfin, on voit l'orientation pour nous est bonne, en tout cas dans les premiers écrits. D'accord. Ok, bon, on a fait le tour. Adrien, tu as… Oui, je crois qu'effectivement, on peut laisser la place aux questions. Hein. Oui, tout à fait. Donc, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, alors soit par écrit ou à prendre la parole directement. Hein. Alors, il y a Jean-Christophe, je crois, que tu veux prendre la parole. Remets ton micro et ton… Ah, oui. Et ta caméra. Parce que là, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Non, c'était simplement pour signaler que Didier Guillaume a annoncé hier la présentation du plan protéines en septembre-octobre, mais Jean-Philippe l'avait bien noté. Ouais. C'est ça. Et voilà, tu as une question sinon ou pas? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? N'hésitez pas. Moi, j'avais peut-être une question encore. Hein. Je suis désolé. Allez, Adrien. Sur vos ambitions africaines du groupe Avril, vous en êtes où aujourd'hui? Il y a un gros potentiel de développement là-bas. Donc, on sait que vous êtes présent avec la partie huile alimentaire. Vous avez des ambitions sur l'Afrique noire depuis vos hubs marocains et tunisiens. Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors oui, c'est tout à fait juste. Donc on a une présence importante, pour ceux qui nous connaissent moins, au Maghreb, hein, puisqu'on est très présent au Maroc. On est présent en Algérie et en Tunisie. On a démarré ça fera 2 ans, cet été, une usine de mayonnaise, puisque l'Algérie, si vous vous rappelez, avait bloqué ses frontières à un moment donné quand le pétrole était trop bas. Et donc, nous qui exportions de la mayonnaise française sur l'Algérie, heureusement, on avait décidé de faire une usine là-bas. On a retrouvé en 2019, je ne l'ai pas cité, mais ça fait partie des bonnes nouvelles de 2019 et ça continue, des positions que l'on avait auparavant, alors qu'on a été sorti du marché pendant 6 à 8 mois, une usine qui fait mayonnaise, qui fait condiments, sauce tomate, etc. Ça marche super bien. Voilà, on va faire pratiquement autant de volume cette année qu'on faisait avant qu'on ait cette usine. Tunisie, pareil, on est en train de se développer. Donc le Maghreb, on le couvre assez bien. Et évidemment, on est en train de descendre dans l'Afrique subsaharienne, puisque c'est un axe fort de notre développement nord-sud dans notre plan stratégique, puisqu'il y a une croissance de consommation. Donc on est présent au Sénégal par de l'huile de soja, dans l'arachide aussi. Et donc on a l'intention d'aller se développer, et on fera quelques annonces d'ici, j'espère l'été ou à la rentrée du mois de septembre, dans cette zone de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, pour aller développer, puisqu'on l'est en exportation, à partir du Maroc essentiellement d'ailleurs, mais un peu de la France. Et donc on veut regarder un certain nombre d'implantations pour continuer à suivre cette croissance d'huile et de condiments, voire de savon dans cette zone. Voilà. Donc, avec des partenaires avec quelques partenaires minoritaires, oui, il y en aura. Et puis notre partenaire aussi, Castel, qui, vous savez, nous accompagne en Afrique. Oui. D'accord. Donc, il y aura des annonces d'ici cet été là-dessus alors? Ouais, plutôt septembre, mais ça peut être cet été, mais ça sera septembre. Voilà. C'est toujours le timing africain est un petit peu plus compliqué à anticiper, mais on est bien avancé. Ok, très bien. D'accord. Pas de questions?
On a posé trop de questions, Adrien. On a été un peu trop plus long. On a asséché le sujet. Moi, j'aurais voulu revenir sur la chimie verte. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui? Quels sont les marchés qui vous portent sur ce créneau-là? Effectivement, vous avez parlé des cols dans le bois. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez beaucoup d'espoir là-dessus et semble-t-il, ça s'est développé. Mais est-ce qu'il y a d'autres marchés de niche? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où ça en est et puis quelle est la dépendance au prix du pétrole là aussi? Alors, oui, ça c'est une bonne question. Alors, chimie verte, il y a Evertree, mais ça démarre, c'est Oléochimie, c'est Oléon chez nous. Donc, on en est le leader européen. Donc, on a une position quand même qui est intéressante et avec un marché qui est mondial. Donc, même si on est très européen, donc on a des usines en France, en Allemagne, en Belgique, on a aussi une usine en Malaisie. On est en train d'envisager une implantation aux États-Unis. Je parle des implantations industrielles, hein, mais ensuite, commercialement, on est évidemment présent dans beaucoup plus de pays. Le marché est très porteur parce que finalement, tout le monde est à la recherche de produits biodégradables, de produits naturels, de produits végétaux pour remplacer les produits issus du pétrole. Donc, évidemment, dans les lubrifiants, mais ce n'est peut-être pas le plus rémunérateur de faire des huiles qui vont aller, alors, les huiles de moteur, mais ça, on en fait assez peu, des huiles plus élaborées, mais c'est l'alimentaire, c'est le cosmétique, dans les rouges à lèvres, les tubes de dentifrice, vous avez des petites molécules qui vont, je dirais, éviter que le rouge à lèvres, le dentifrice sèche, aujourd'hui c'est fait à partir de pétrole, c'est de plus en plus fait à partir de produits naturels. Voilà, donc c'est dans l'alimentation ce qui va fluidifier le chocolat, etc. Donc on a énormément de produits. Alors on est en B2B, c'est-à-dire qu'on fait des molécules qui vont servir ensuite à rentrer dans la fabrication de tous ces produits-là. Oui. C'est porteur pratiquement sur tous les segments. D'accord. On ne fait pas exactement la même molécule, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut que les processus ou les process s'adaptent aux molécules que l'on met en place. On est souvent plus coûteux que les molécules issues du pétrole. Et donc, effectivement, ça peut passer ou ne pas passer en fonction des produits. Et donc là, il y a un certain nombre de dynamiques très différentes en fonction des marchés. Mais je dirais le marché est en forte croissance. Nous, sur Avril, on essaye de plus en plus d'aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc des produits plus techniques, des molécules plus techniques. En gros, le principe, c'est de ne pas être exactement sur le même marché que la molécule issue du pétrole, mais d'amener un petit plus technique, c'est ça? Absolument, absolument. Et dans l'oléochimie, on est rattrapé par des concurrents qui font, notamment dans l'asiatique, qui n'ont peut-être pas le savoir-faire aujourd'hui technique et technologique que nous avons chez Oléon. Et donc, la première chose, les premiers produits qu'ils vont faire, c'est le plus facile à faire. C'est ce que j'appelle la commodité, parce que même dans l'oléochimie, vous avez des produits de commodité, des esters qui ne sont pas très compliqués à faire, et vous avez des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, on n'a pratiquement pas changé de volume depuis qu'on a pris Oléon. On est toujours à 300 000 tonnes de produits sur l'Europe. Par contre, on a changé totalement la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est passé de produits de commodité à des produits de spécialité. Ce qui nous anime, pour répondre à votre question, c'est l'innovation. On a un centre de recherche qui marche très bien en France. On a commencé aussi à faire de la recherche applicative en Asie, de manière à être toujours en avance sur des molécules et d'être de plus en plus lié à des grands clients. Parce qu'une fois que vous avez rentré votre molécule dans un process, si je prends un process de rouge à lèvres qui est assez compliqué, si ça marche, je peux vous dire que, à moins qu'il y ait une fluctuation de prix énorme, le client il n'a pas envie de changer, à moins que vous lui ameniez une fonctionnalité très très supérieure. Donc il faut être très proche du client sur ces produits à spécialité. Et je réponds à la deuxième partie de votre question. Plus vous êtes vers la spécialité et moins votre prix est lié au prix du pétrole, au prix des matières premières. Voilà. Et donc, en gros, c'est ce qui fait la différence entre commodité et spécialité. La spécialité, son prix,
finalement, c'est le prix de la valeur que donne le client par rapport à ce qu'il a dans son process. Ce n'est pas du tout lié au pétrole ou même à la graine ou au prix de l'huile. Voilà. Si vous êtes par contre sur la commodité, et si le produit, vous pouvez le faire à partir d'huile de colza ou d'huile de palme, d'une façon un peu similaire, évidemment, là, ça change et vous avez, même si le marché est en croissance, un impact plus important lié au prix du pétrole. Donc nous, notre idée, c'est d'aller vers de la spécialité à valeur ajoutée. C'est quoi vos produits phares? Enfin, voilà, donnez-nous voilà, qu'est-ce que vous vendez? Alors, voilà, deux, trois exemples comme ça de produits. Je pense qu'on a une marque qu'on a lancée qui s'appelle Jolie. Voilà, c'est la marque qui va vers tous les produits en B2B cosmétiques. Voilà. Alors, je peux voir le produit phare, si je vous donne son nom de code, ça n'a aucun intérêt. Si je vous donne son nom de molécule, c'est des esters avec des fonctionnalités, des molécules qui sont comme ça. Enfin, je peux vous les donner, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, la marque, c'est Jolie et on a lancé cela il y a 1 an et demi maintenant. C'est pour attaquer tout le marché du cosmétique qui est quand même à forte valeur ajoutée. Ensuite, on a des marques, le nom m'échappe à l'instant, alors dans un domaine totalement différent. On a des produits qui sont très coûteux, très onéreux, mais qui vont servir dans le forage en grande profondeur. Vous allez 1 km, 2 km, 3 km de profondeur. Et là, vous allez injecter des produits bio pour pas avoir des produits qui viennent perturber, non dégradables dans le sous-sol. Et on a de la qualité, je dirais, en termes de lubrification en grande profondeur qu'on a uniquement que sur les produits oléo. Et c'est tellement coûteux que, je dirais, alors là, on est vraiment dans la spécialité. On n'est pas lié au prix du pétrole. C'est qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez descendre, pas coincer votre derrick. C'est pour le pétrole, mais c'est aussi pour tout un tas de produits qu'on va chercher en profondeur. Ça peut être le gaz ou d'autres, ou la géothermie. Si vous allez en Islande, vous avez de la géothermie ou descendre dans les failles très très en profondeur. Et voilà, si ça coince, surtout que c'est pas que du forage vertical, c'est du forage vertical, horizontal. Donc là, on a des super produits. Alors évidemment, plus de forage pétrolier fait que évidemment le marché est un petit peu en berne, mais il n'y a pas que le pétrole. Voilà. Donc, je vous ai donné vraiment les deux spectres totalement différents. Vous voyez que entre du forage profond et puis, je dirais, du cosmétique, au milieu, il y a l'alimentaire, il y a des produits qui vont aller dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, par exemple, pour servir de solvant ou de support à la pulvérisation. Donc, plutôt que de prendre des molécules d'origine pétrolière, on prend des molécules biodégradables, c'est quand même plus intelligent. Voilà, donc un spectre très très large. D'accord. Okay. Et Jolie, c'est J-O-L-I-E, enfin la marque c'est J-O-L, je ne sais plus si c'est Y, j'ai un doute. Bon, on vérifiera. On vous le donnera, on va vous le donner. D'accord. Jolie, je crois que c'est J-O-L. Il y a Marie qui veut poser une question. Oui, on a une question de Marie-Nico. Donc Marie, voilà, tu peux la poser directement. Bonjour. Pardon, Bonjour. je l'avais écrite. Donc moi, je m'intéresse au réchauffement climatique. Je vais peut-être mettre ma vidéo, vous me verrez. Ouais, mais ta caméra, ce sera mieux. Ah ouais, c'est mieux. Et je me disais que peut-être vous travaillez déjà sur la migration de certaines cultures du nord au sud, ou plutôt du sud au nord, et puis vers l'ouest où il y a plus d'eau. Et si oui, quels sont les végétaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux végétaux puisque vous êtes présent dans le Maghreb, que vous pourriez cultiver en France, ou plutôt des adaptations? Et si ces filières, entre guillemets nouvelles, sont aidées, s'il y a déjà des tuyaux pour flécher les soutiens financiers? Alors, on n'est plus chez Avril, mais on est dans la filière, puisque Avril, oui, nous, on n'est pas… pour autant, on gère à travers Sophie Protéol les fonds, à travers un fonds qui s'appelle le FASO, et donc on flèche un certain nombre d'investissements annuels sur effectivement la recherche de graines qui vont s'adapter notamment au stress hydrique. Oui. Et ça, alors ça répond à votre question. Globalement, on voit des cultures qu'on n'imaginait pas qui sont en train de monter du sud au nord.
et l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, des cultures qu'on faisait au sud, qui avaient toute leur utilité, qui ne peuvent plus être faites. Et donc, il va falloir les remplacer par d'autres cultures. Bon, le soja, typiquement, ça fait partie des cultures que l'on veut développer en France, qu'on a développé, qu'on est en train de développer. Donc, on était à quelques dizaines de milliers d'hectares, on va monter à quelques centaines de milliers d'hectares, voire plus. Donc, il faut aussi investir dans les outils, ça c'est bien Avril et Sophie Protéol, pour transformer la culture du soja. Mais on a un investissement récurrent, régulier, pour trouver des graines qui s'adaptent au stress hydrique, que ce soit le soja, que ce soit le colza, le tournesol. On voit bien que c'est en train de remonter effectivement au sud-nord. Voilà. Après, est-ce qu'il y a de nouvelles cultures qui ne sont pas aujourd'hui en France, qui pourraient apparaître en France parce que le climat va le permettre? Je pensais au pois, par exemple, ou dans les oléagineux. Alors, le pois, nous, on aimerait développer le pois. Il y a peut-être le pois, on a un vrai souci dans la culture d'hiver du pois. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une régularité de production et l'agriculteur, quand même, quand il sème le pois, s'il se dit j'ai une chance sur deux de le récolter aujourd'hui, c'est problématique. Donc, on a des recherches sur les semences de pois depuis des années et on a remis un petit peu plus d'argent pour effectivement faire en sorte que le pois, parce que c'est intéressant la protéine de pois, hein. Je vous citais Végini, mais Roquette aussi travaille avec nous là-dessus pour trouver finalement une culture qui s'adapterait mieux à nos climats. Donc, il y a des recherches effectivement sur les semences de pois. Ce n'est pas encore tout à fait mûr, hein, mais oui, on le fait. D'accord. Ouais. C'est plusieurs millions par an que la filière met dans les recherches sur les semences. Je vais peut-être détailler ça avec Hélène plus tard ou avec un de vos experts. Je vous recontacterai là-dessus parce que c'est vaste et là, on n'a pas trop le temps. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et on pourrait imaginer l'arachide? J'ai cru comprendre. L'arachide, on pourrait l'imaginer, mais la consommation d'arachide est en chute libre. Ouais. Si vous voulez, en France, pas une huile très intéressante. Aujourd'hui, ce qui consomme l'arachide, ça va peut-être faire sourire, c'est les grands chefs et les plus de 60 ans. Ah oui. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'elle est vraiment sur le plan de sa texture, de sa tenue à chaud, etc. Enfin, les grands chefs utilisent beaucoup l'arachide mais c'est plutôt du RHF. Hein. Mais par contre, on le met d'eau dans des mélanges, mais on voit la consommation d'arachide pur est en train de baisser. Je ne pense pas qu'on va avoir tout de suite l'arachide en France, hein, ou alors il faut vraiment que ça se chauffe un peu quand même encore. Hein. Il y aura d'autres sujets à traiter. Il y a des tentatives dans le sud-ouest un petit peu, mais enfin ça reste très anecdotique. Ouais. Après, même l'arachide, c'est la Chine qui consomme beaucoup, mais globalement dans le monde, ce n'est pas une culture qui se développe beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Écoutez, moi j'ai encore une question. Alors cette fois, c'est sur j'ai Hélène devant moi, juste pour répondre en direct. Jolie, c'est J-O-L-2-E. Voilà, c'est pas. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, L2E. Ok. Merci. Oui, j'avais une question sur l'activité porcine, donc avec Abera. C'est un peu une particularité finalement que vous conserviez ça toujours aujourd'hui. Bon, si je vous demande si vous allez le garder, je ne pense pas que vous. Enfin, bon, si je vous pose quand même la question, est-ce que vous allez garder Abera encore longtemps ou pas? Il faut poser la question. Comme je dis, on revoit le portefeuille de manière régulière. Aujourd'hui, je suis satisfait de ce que l'on fait dans le port. Parce qu'on a un positionnement qui n'est pas grande distribution ou pas trop grande distribution. On a pu bien fonctionner. On a un bel outil. On continue à mettre beaucoup d'argent sur cet outil. On le monte en capacité et on s'est intégré, vous savez, dans l'aval avec l'unité qu'on a faite avec notre partenaire Tonias et qui monte en charge. Alors lui, il est en grande distribution chez Lidl, chez Cora. Et on continue à se développer et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait de l'investissement immobilier pour développer encore cet outil à Vire. Donc, on va continuer à investir et vous verrez en septembre-octobre, on fera quelques annonces de produits que l'on ne fait pas et qu'on va continuer à faire. Donc, aujourd'hui, on est dans une dynamique, même si le marché est plutôt en régression, nous, on est quand même dans une dynamique de prise de marché. Le porc, c'est comme la volaille. Hein. On importe 40% de nos besoins en France. Ça m'énerve. Donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte de produire plus français et de donner aux Français l'opportunité de consommer
des produits qui sont faits en France. Mais justement, en fait, là, donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup exporté avant le confinement vers la Chine. Oui. Donc là, le marché s'est fermé. Vous vendiez aussi pas mal en RHF. Donc, du coup, là… non, le marché ne s'est pas fermé pour nous. On a continué à vendre toujours en Chine. Voilà. Donc, on a des systèmes de distribution. Voilà. Donc, nous, on a continué à pouvoir faire l'exportation en Chine. On n'a pas eu de baisse de capacité à Abera, bien au contraire, puisqu'on a eu un appel en France aussi de volume. On a pu continuer l'export. Et puis, on est venu aussi pallier les déficiences de nos amis qui ont été obligés d'arrêter finalement les abattoirs, Carmenay ou autres. Et donc, il y avait beaucoup de porcs qui restaient sans abattoir pendant quelques temps. Donc, nous, on a poussé la machine pour les aider dans cette période un petit peu compliquée. Donc, non, notre filière porcine a très, très bien fonctionné et on continue à investir dedans. Voilà. Ok, très bien. Intéressant. Ok, bon, écoutez, si vraiment pas de regrets, personne ne veut poser d'autres questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les envoyer à Hélène, dans tous les cas. Oui, on sera un plaisir de vous y répondre. Très bien. Écoutez, un grand merci, Jean-Philippe, d'avoir été aussi disponible ce matin, autant disponible aussi longtemps pour l'AFJA, pour répondre à nos questions. C'était très intéressant. Très bien, mais merci à vous tous. Bonne continuation. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.